aimable assistance. Bonjour, chers maîtres. Donc, j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui des places des thérapies cognitivo-comportementales dans la prise en charge de l'obésité. Donc, l'obésité est une pathologie chronique complexe définie par un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30 km². Selon l'Organisation mondiale de la santé, sa prévalence a triplé depuis 1975, affectant plus de 650 millions d'adultes en 2016. Elle est multifactorielle, elle résulte d'interactions de facteurs génétiques, environnementaux, psychologiques et comportementaux. Considérée comme un enjeu majeur de santé publique, donc l'obésité est souvent associée à une augmentation de risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, mais aussi d'une souffrance psychologique importante, donc une altération de la qualité de vie et de la santé mentale. Pendant longtemps, la prise en charge de l'obésité s'est concentrée principalement sur l'alimentation et l'activité physique. Pourtant, ces approches, bien que nécessaires, ne suffisent pas toujours à produire un changement durable. C'est dans ce contexte que les TCC ont émergé comme un outil complémentaire et efficace. Elles permettent de travailler sur les comportements alimentaires problématiques, mais aussi sur les pensées, les émotions et l'image de soi, qui sont souvent liées et qui sous-tendent la problématique du surpoids. Les TCC permettent d'identifier puis de modifier les schémas de pensée dysfonctionnels et les comportements alimentaires inadaptés. Donc, on ouvre une parenthèse pour l'hyperphagie boulimique. Donc, elle est fréquente chez les personnes souffrant d'obésité. Le dépistage de ces troubles doit être fait en se référant aux critères du DSM-5. Contrairement à la boulimie et à l'anorexie, l'hyperphagie boulimique se trouve aussi chez l'homme. On compte 35% d'hommes pour 65% de femmes hyperphages boulimiques. Une pathologie présente aussi chez l'enfant et l'adolescent. Le comportement alimentaire du patient obèse doit être examiné attentivement. La faim, l'appétit, la satiété sont des notions souvent confondues par le patient. Donc, il s'agit également de rechercher d'éventuelles restrictions alimentaires, les grignotages, les compulsions, les crises de boulimie, ainsi que le night eating syndrome. Rechercher les réactions alimentaires et leurs déclencheurs afin de trouver le lien entre les effets négatifs, contrariétés, ou positifs, bonnes nouvelles, et d'éventuelles compulsions, et de rechercher les autres déclencheurs possibles. Les comportements compensatoires tels que les vomissements ou l'utilisation de diurétiques, de laxatifs, permettrait de poser le diagnostic de boulimie. Donc, l'hyperphagie boulimique, le binge eating disorder, est officiellement devenu un TCA à part entière. Le changement entre le DSM-4 révisé et le DSM-5 vise de la fréquence des troubles. Donc, passer de 2 fois par semaine pendant 3 mois à 1 fois par semaine pendant 3 mois. Voici les 5 critères diagnostiques de ce trouble. Donc, c'est la survenue récurrente de crises de boulimie, binge eating, répondant aux 2 caractéristiques suivantes. C'est une absorption en une période de temps limitée, par exemple en moins de 2 heures, d'une quantité de nourriture largement supérieure à ce que la plupart des personnes absorberaient en une période de temps similaire dans les mêmes circonstances, avec un sentiment de perte de contrôle sur le comportement alimentaire pendant la crise de boulimie. Par exemple, un sentiment de ne pas pouvoir s'arrêter de manger ou de ne pas pouvoir contrôler ce que l'on mange ou la quantité que l'on mange. Donc, pour le critère B, les crises de boulimie sont associées à 3 caractéristiques suivantes. Donc, manger beaucoup plus rapidement que la normale, manger jusqu'à éprouver une sensation pénible de distension abdominale, manger de grandes quantités de nourriture en l'absence d'une sensation physique de faim. Manger seul parce qu'on est gêné, de la quantité de nourriture que l'on absorbe. Se sentir dégoûté de soi-même, déprimé ou très coupable après avoir mangé. Donc, le comportement boulimique est source d'une souffrance marquée. Le comportement boulimique survient en moyenne au moins 1 jour par semaine pendant 6 mois. Et le comportement boulimique n'est pas associé au recours régulier de comportements compensatoires inappropriés, comme les vomissements, les prises de purgatifs, le jeûne, l'exercice physique excessif. Donc, il ne survient pas au cours d'une anorexie mentale ou d'une boulimie. Pour le niveau de gravité, il peut être majoré afin de refléter les autres symptômes de degré d'incapacité fonctionnelle. Donc, il est léger quand on a 1 à 3 accès hyperphagiques par semaine. Il est moyen entre 4 à 7 accès hyperphagiques par semaine. Il est grave entre 3 à 13 accès hyperphagiques par semaine.
Donc l'extrême, c'est 14 accès hyperphagiques par semaine. Le grignotage continu de petites quantités d'aliments toute la journée n'est pas considéré comme une hyperphagie boulimique. La prévalence chez l'homme et les femmes serait, selon le DSM-5, de 1,6% et de 0,8% respectivement. Donc, définition des TCC. Les TCC sont des psychothérapies structurées, brèves, centrées sur le présent, validées scientifiquement. Elles reposent sur l'idée que nos émotions, nos comportements sont influencés par nos pensées. En agissant sur ces pensées, on peut donc modifier des comportements problématiques. Donc, les TCC sont déjà largement utilisés dans la prise en charge d'autres troubles comme l'anxiété, la dépression et les troubles du comportement alimentaire. Leur adaptation à l'obésité repose sur le même principe, c'est d'aider le patient à comprendre et à modifier les schémas mentaux et les comportements qui nuisent à la santé. Donc, les thérapies cognitives et comportementales visent à aider les patients à modifier durablement leur comportement alimentaire, leur relation à la nourriture, en agissant sur les 3 dimensions principales. Donc, on a les émotions, cognition. Donc, on a les pensées, cognition, les émotions et les comportements. Le modèle cognitif de l'obésité met en lumière l'interaction complexe entre les pensées dysfonctionnelles relatives à l'alimentation, à l'image corporelle et à l'estime de soi. Donc, ces conditions peuvent déclencher des réactions émotionnelles négatives qui, à leur tour, conduisent à des comportements alimentaires problématiques, créant ainsi un cercle vicieux. La TCC vise à interrompre ce cercle en identifiant et en modifiant les schémas de pensée inadaptés. Donc, devant une situation, on a toujours une cognition, c'est ce que l'on pense, un comportement, ce que je fais, et une émotion, ce que je ressens. Les objectifs des TCC dans l'obésité. Donc, l'obésité n'est pas seulement une question de volonté ou de calories, elle implique souvent des comportements alimentaires inadaptés comme grignotage, compulsion, hyperphagie émotionnelle, des émotions négatives, des pensées dysfonctionnelles. Les TCC permettent d'agir sur ces 3 niveaux. Donc, sur les comportements en identifiant les situations à risque, en mettant en place de nouvelles habitudes et en renforçant l'autosurveillance. Les pensées en remettant en question des idées comme je suis nul si je craque, je n'y arriverai jamais, ou je mérite de manger si je suis stressé. Donc, pour les émotions, en apprenant à gérer son stress, l'ennui, la frustration, autrement que par la nourriture. Donc, les TCC permettent d'identifier les déclencheurs de l'alimentation non régulée, de réduire le grignotage émotionnel, de corriger les croyances erronées, j'ai échoué, je n'y arriverai jamais, de travailler sur la motivation, sur l'image de soi et la prévention de rechute. En somme, les TCC aident le patient à reprendre le contrôle sans culpabilité dans une démarche bienveillante et réaliste. Comment se déroulent les TCC dans l'obésité? Donc, en pratique, les thérapies cognitivo-comportementales peuvent se faire en individuel ou en groupe. Elles sont généralement structurées sur 12 à 25 séances hebdomadaires. Parmi les outils utilisés, on retrouve donc le journal alimentaire, pour récupérer les déclencheurs émotionnels et comportementaux, la restructuration cognitive pour modifier les pensées automatiques négatives, les exercices de pleine conscience, de relaxation ou de gestion des émotions, la prévention des rechutes qui est essentielle pour maintenir les acquis dans le temps. Ces interventions sont souvent intégrées dans une approche pluridisciplinaire avec un suivi nutritionnel, médical, voire une activité physique adaptée. Donc, les 3 facteurs principaux dans la dérégulation. On a la restriction cognitive, on a l'évitement émotionnel et on a la honte corporelle. Quelle que soit la porte d'entrée, la personne finit par développer souvent ces 3 ordres de difficultés. Donc, pour la restriction cognitive, c'est une position mentale à l'égard des aliments, afin de contrôler ses apports. Caloriques, imposant un ensemble d'obligations et d'interdictions alimentaires afin de perdre du poids ou de ne pas en prendre. Donc, les 4 stades de restriction cognitive. On a les restrictions cognitives légères, donc je sais que j'ai faim, mais je ne dois plus manger. Les restrictions cognitives modérées, je sais que je n'ai plus faim, mais je ne peux pas m'arrêter. Pour les restrictions sévères, je ne sais plus si j'ai encore faim ou si j'ai assez mangé. Pour les restrictions cognitives décompensées, je mange sans faim et je ne peux plus rien contrôler. Donc, on a le trouble du réconfort. Quand on a une restriction cognitive devant une émotion pénible, on a une prise alimentaire
Et secondaire à ça, on a une culpabilité et une peur de grossir. Donc l'émotion pénible persiste. Pour un mangeur régulé, devant une émotion pénible, après la prise alimentaire, on a un réconfort et un calme émotionnel. Donc les solutions habituellement proposées, c'est apprendre à faire confiance à ces mécanismes de régulation pondérale, apprendre à vivre ses émotions sans chercher à les éviter en mangeant ou en jeûnant, faire la paix avec son corps, le ressentir, l'habiter, cesser l'évitement corporel, laisser le poids dériver puis se stabiliser jusqu'au poids d'équilibre puis l'accepter. L'évolution pondérale est une conséquence de ce travail. Donc pour la gestion des émotions, elle occupe une place importante dans le protocole thérapeutique. Les patients apprennent à identifier les liens entre leur état émotionnel et leur comportement alimentaire. Ils développent des stratégies alternatives pour faire face au stress, aux émotions négatives, sans recourir à la nourriture comme un régulateur émotionnel. Donc les techniques de résolution de problèmes permettent aux patients de faire face d'une manière plus efficace aux obstacles quotidiens qui peuvent compromettre leur effort pour la gestion du poids. Pour la restructuration cognitive, elle constitue un pilier central de l'intervention. Elle vise à identifier et à modifier les pensées automatiques négatives et les croyances dysfonctionnelles liées à l'alimentation, au poids et à l'image corporelle. Les patients apprennent à reconnaître leurs distorsions cognitives, les pensées dichotomiques, la surgénéralisation, le catastrophisme, et à développer des schémas de pensée plus adaptés et réalistes. Donc pourquoi les émotions font-elles manger ? Donc certaines émotions comme la tristesse, le stress ou l'ennui peuvent amener à chercher un réconfort dans la nourriture, des aliments sucrés ou gras. Donc la nourriture peut temporairement réduire le niveau de stress en stimulant la production de dopamine. Donc la recherche d'une émotion positive. Cela crée un soulagement momentané, ce qui peut entraîner un réflexe conditionné. Donc je me sens mal, je mange, je me sens un peu mieux. Souvent la nourriture est associée à la récompense et cela façonne des comportements durables chez l'adulte, à l'âge adulte. Donc les émotions qui poussent le plus souvent à manger sont le stress, l'anxiété, la tristesse, l'ennui, la solitude. Donc les émotions positives telles que la joie et l'excitation peuvent déclencher une envie de manger, souvent dans un contexte social. Donc résultats et efficacité. Les études montrent que les TCC permettent une perte de poids modérée, mais significative, souvent entre 5 à 10% du poids initial, une meilleure stabilité pondérale dans le temps, avec moins de reprises de poids, une amélioration de la qualité de vie et du bien-être psychologique, et une meilleure gestion du stress et des émotions, une amélioration de l'image corporelle et de l'estime de soi. Elles sont donc particulièrement utiles pour les patients qui ont déjà fait plusieurs régimes sans succès durable ou chez ceux qui souffrent de compulsions alimentaires. Certaines méta-analyses ont montré que l'ajout de TCC à un programme de perte de poids multiplie les chances de réussite par 2 ou 3 fois par rapport aux approches uniquement diététiques. Donc les limites des TCC. Bien sûr, les TCC ne sont pas une solution miracle. Elles demandent un certain degré de motivation et d'engagement actif de la part du patient. Elles ne conviennent pas non plus à toutes les situations. Par exemple, en cas d'un trouble psychiatrique sévère non stabilisé, elle est moins efficace. Et si les troubles psychiatriques ne sont pas pris en charge, elles ne remplacent pas un suivi médical ou nutritionnel, mais les évolutions sont prometteuses. De nouvelles approches dites TCC de troisième vague, comme la pleine conscience ou la thérapie d'acceptation et d'engagement, enrichissent les protocoles. Donc la téléconsultation permet aujourd'hui d'élargir l'accès à ces thérapies. Une approche intégrative, donc la combinaison des thérapies cognitivo-comportementales plus nutrition, plus activité physique, plus un suivi médical, l'importance du travail pluridisciplinaire et un programme de type éducation thérapeutique du patient. En conclusion, les TCC ont toute leur place dans la prise en charge moderne de l'obésité. Elles ne remplacent pas les autres approches, mais les complètent efficacement en permettant aux patients de modifier ses comportements, de mieux gérer ses émotions et de prévenir les rechutes. Elles permettent de travailler en profondeur les causes comportementales et émotionnelles de l'obésité. Elles ne sont pas une solution miracle, mais un levier précieux. Elle incarne cette vision plus humaine et globale du soin, celle qui considère le patient dans toutes ses dimensions, physiques, psychologiques et sociales. Intégrée à une prise en charge globale, elle aide à favoriser un changement durable. Je vous remercie.